Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Suivez avec moi tous les samedis à 15h heure de Washington, 20h temps universel Washington Débat, une émission des services de programme de Radio Guinée USA émettant à partir de Washington. Radio Guinée USA, c'est cette première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Vous pouvez aussi écouter nos émissions en différé sur votre téléphone portable à partir des États-Unis en composant le 209 647 99 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. En direct sur Radio Guinée USA, votre émission de tous les samedis Washington Débat, l'émission des grands débats politiques, économiques et socioculturels. Washington Débat animé par Georges Léonard Puyot, c'est tous les samedis sur nos antennes. Connectez-vous, mesdames et messieurs, en cliquant sur www.rgusa.net ou appelez le standard de la radio et participez en direct sur nos antennes tous les samedis en composant le 209 647 16 00 et le code qui suit c'est le 67 21 37. Encore une fois, pour participer à Washington Débat en direct tous les samedis sur nos antennes, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et auditrices, il suffit de composer le standard de la radio qui est donc le suivant 209 647 16 00 et le code qui suit est le suivant 67 21 37. Washington Débat, c'est tous les samedis à 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Pour vos critiques et suggestions, pour vos dédicaces, une seule adresse, contact@rgusa.net. contact@rgusa.net ou à washdeba@gmail.com. Washdeba, ça s'écrit donc W-A-S-H débat DEBATS arrobase ou à commercial gmail.com. Washington Débat, c'est cette émission qui vous parvient tous les samedis en direct sur nos antennes à partir de 15h heure de Washington, soit 20h temps universel. Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges Léonard Puyot. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. 15h03 Washington, 19h03 en temps universel coordonné, mesdames et messieurs, bienvenue sur nos antennes. Washington Débat, 80e édition en direct de Washington sur Radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable à www.rgusa.net. En information, sachez que cette radio deviendra très très bientôt Radio Top Africa pour le bonheur des Africains et de la communauté internationale. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Mesdames et messieurs, voici les principaux thèmes de cette édition en ce samedi 21 juillet, journée pluvieuse ici dans la région métropolitaine, ce qui n'empêche pas Washington Débat de se tenir comme tous les samedis. Alors en Guinée, Rusal refuse, ou du moins se tarde à faire tourner l'usine de Frigia, première usine d'alumine en Afrique. Quel avenir pour cette usine et pour les nombreux travailleurs, nous le saurons tout à l'heure avec nos invités panélistes. Combien la fermeture de Frigia coûtera-t-elle à l'État guinéen? Alors, mesdames et messieurs, tous les détails dans un instant. Alors, ici aux États-Unis, comme vous le savez, 29 États sont touchés par la sécheresse cet été au pays de l'oncle Sam. Quelles sont les conséquences de cette calamité naturelle sur l'agriculture américaine, l'aide alimentaire internationale et sur le panier de la ménagère africaine vivant ici aux États-Unis? Mesdames et messieurs, pour participer au débat, le standard est ouvert 209 647 1600. Le code qui suit directement, c'est le 67 21 37. Vous pouvez également nous réécouter au téléphone au 209 647 16 99. Je reprends ce numéro 209 647 16 99 et le code est le même 67 21 37.
Washington Débat, une émission de Radio Guinée USA, bientôt Radio Top Africa. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter. L'émission démarre tous les samedis à 15h heure de Washington, soit 19h temps universel quand il est 21h à Bukavu, à l'est de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'honneur nous échoit dans ce studio central de Washington pour vous introduire notre invité principal, Monsieur Chérif Haïdara. Chérif Haïdara est le vice-président de la communauté guinéenne, mais il n'est pas seulement vice-président, il est aussi spécialiste des mines, car il s'agit des mines dans cette édition. Il rentre fraîchement de la Guinée où il a suivi de bout en bout les décisions menant à l'arrêt momentané ou à la fermeture de la compagnie Frigia, la première usine d'aluminum en terre africaine. Et aux côtés de M. Chérif Haïdara, nous aurons également, comme toujours d'ailleurs, les politologues, sociologues, analystes panafricains en ligne de Washington et en ligne d'Abidjan. En direct d'Abidjan, nous aurons M. Landry Kio. Landry Kio est le président, directeur général de la société Cartagena, une filiale des juristes qui s'occupe de la promotion et du bien-être des Ivoiriens dans la capitale Abidjan. Et toujours à côté d'Abidjan, si les dieux de la communication sont avec nous, nous aurons en ligne aussi de monsieur à Abidjan, de monsieur Anissé Konan. Anissé Konan est le président de Amar. Amar, c'est l'association qui s'occupe donc de la promotion des restaurants dans la capitale ivoirienne. Et en ligne de Brazzaville, comme tous les samedis, M. Edom Madi. Edom Madi est le président directeur d'une société de ramassage appelée National Express. Il a fait ses humanités à Londres. Et du côté d'Afrique de l'Ouest, toujours, on revient en Afrique de l'Ouest, à Niamey, nous aurons le président Aliou Oumarou, président national de la jeunesse. Mesdames et messieurs, bienvenue également à tous nos auditeurs et auditrices qui nous appellent de Bukavu, de Lubumbashi, de Bujumaï et de Goma, sans oublier la grande capitale Kinshasa, Cape Town ou Kinlabel pour les intimes. Mesdames et messieurs, c'est parti donc pour Washington Débat. Et comme toujours, nous avons notre invité. Je m'en vais donc ouvrir le micro pour M. Chérif Haïdara. Et comme dit l'adage, quand la chèvre est présente, on ne belle pas à sa place. Le temps pour M. Haïdara donc de bien se présenter à nos auditeurs car il a plusieurs cordes à son arc. Et je vous rappelle qu'il est actuellement en campagne pour briguer la tête de la communauté guinéenne ici dans la région métropolitaine. Monsieur Chérif Haïdara, merci de nous recevoir, de nous rejoindre dans cette émission malgré votre calendrier très chargé car vous êtes en train de faire des consultations en ce moment même. Merci encore de nous rejoindre dans ce grand débat du jour. Mais pouvez-vous vous présenter davantage à nos auditeurs, Monsieur Chérif Haïdara? Voilà, bonjour chers auditeurs, bonjour chers collègues sur le panel aujourd'hui. Mon nom c'est Chérif Haïdara, résident à Washington DC depuis 87 jusqu'à nos jours. Et j'ai fait 3 années dernièrement en Guinée en train de travailler au ministère des Mines. M'appeler spécialiste des mines, je crois que c'est un peu trop dire, mais j'ai eu la chance de suivre un peu de près le dossier Frigia particulièrement et pas mal d'autres dossiers d'ailleurs concernant les mines en Guinée. Très bien. Merci monsieur le vice-président de la communauté guinéenne, monsieur Chérif Haïdara. Alors, pouvons-nous vous appeler ancien directeur des mines ou monsieur le vice-président? Quel est le titre qui vous convient le mieux, monsieur le vice-président? Bon, d'accord. Mais le vice-président, ça va, je crois. J'ai été, s'il faut le rappeler, directeur général adjoint du fonds minier de 2009 à 2011. Donc, depuis, je suis directeur d'une société que j'ai mise sur pied et qui évolue aussi dans le secteur minier en Guinée. Mais bon, vice-président, comme c'est ce que tu as toujours, ce qu'on sait de moi ici, je crois que ce titre-là me tient. Très bien, monsieur le vice-président, merci de cette présentation exhaustive. Monsieur Chérif Haïdara, ancien directeur adjoint du fonds minier, c'était en Guinée entre 2009 et 2011. Aujourd'hui, il est revenu à Washington où il se prépare
à briguer la tête de la communauté guinéenne. Alors, monsieur le vice-président, vous l'avez compris, nous sommes très embarrassés par cette question de l'usine Frigia. L'usine Frigia qui a été l'une des premières, ou la première d'ailleurs, la première usine d'alumine en terre africaine. Nous étions dans les années 60 quand le président Sékou Touré a essayé, donc a décidé de créer Frigia avec les partenaires européens, occidentaux, russes notamment. Frigia est donc né sous l'indépendance et Frigia faisait donc la fierté, le bonheur des Guinéens, du peuple guinéen, surtout les habitants de la cité Fria. Aujourd'hui, cette usine bat de l'aile, elle est entre fermeture et arrêt. Alors, vous qui êtes rentré fraîchement de la Guinée, quelle lecture faites-vous de cette décision de Rusal? Rusal, je vous rappelle que c'est la société russe d'exploitation des alumines d'Ama en terre guinéenne qui a donc décidé d'arrêter momentanément ou de fermer car le prix de l'alumine sur le marché ne se porte pas très bien. Alors, M. Chérif Aïdara, vous avez le micro pour votre analyse. Voilà. Vous parlez bien sûr du problème fondamental de Frigia, c'est l'arrivée de Rusal, la compagnie Rusal, qui a racheté cette unité industrielle en 2003 avec une somme modique de 19 millions de dollars à l'époque, où en fait les valeurs de cette usine étaient évaluées entre 250 à 350 millions de dollars en ce moment, mais l'État n'a reçu que 19 millions. Et depuis, la façon dont l'usine a été gérée n'a jamais été la meilleure. L'État n'avait plus les taxes parce que certaines personnes recevaient des pots de vin avec eux. Ils ont vraiment transformé cette industrie en une industrie secondaire. Et depuis ce moment, je crois, quand les militaires ont pris le pouvoir en 2008, ils ont voulu renvoyer ce rachat de 19 millions pour que au moins Rusal paye la totalité de l'argent qu'il devrait à la Guinée, ou qu'ils renégociaient les prix. C'est là-bas les problèmes ont commencé avec les travailleurs de Frigia. Et depuis, c'est le jeu de cache-cache. Frigia veut pas, en fait, Rusal ne veut pas payer à l'État ce qu'il doit. Il traîne les choses, il coupe un peu, il ralentissent le travail. Il y a certaines pièces qui ne sont pas changées quand il le faut, etc., etc. En fait, on est en train de traîner autour du pot depuis ce moment. Il y a eu, je crois même en 2010, où le ministre des Mines d'alors a été obligé d'attaquer Rusal sur la place boursière à Londres, Paris et Hong Kong pour les obliger à venir s'asseoir et négocier. Ce n'est qu'en ce moment, pour une fois, on a vu Rusal venir volontairement s'asseoir et revoir les figures. Et depuis qu'on a relâché un tout petit peu avec Rusal, on a revu encore les problèmes persister. Et les syndicalistes n'avaient pas le choix, sauf d'appeler les travailleurs à la grève pour les obliger à faire face à leurs obligations, notamment la prise en charge de certains fonctionnaires, le paiement des salaires arriérés, etc., etc. Mais ce problème commence depuis 2003, depuis que Rusal a repris l'usine, ça n'a pas vraiment marché. Il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Aujourd'hui, bien sûr que l'économie mondiale, on sait tous comment ça se passe. Quand la demande est aussi basse que ça, les gens sont obligés de ralentir l'exportation de certaines matières premières parce que ceux qui les transforment n'ont pas aussi cette demande des fournisseurs. Et là, on peut le comprendre. Mais le cas Frigia est un cas particulier. Je ne pense pas que la raison d'arrêt ou de retrait de Frigia dépendra de ce qui se passe dans le monde entier. Puisque depuis très longtemps, le monde de l'aluminium dépend du minerai qui venait de l'usine de Frigia. Très bien. Merci, Monsieur Chérif Aïdara, ancien directeur adjoint du Fonds minier, actuellement vice-président de la communauté guinéenne dans la région métropolitaine de Washington, d'où nous émettons.
Washington où il est 15h15, en heure locale 21h15 à Bukavu, à l'est de la RDC. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous faire lecture donc d'un article issu de nos confrères du démocrate indépendant Conakry, un entretien que M. Vladislav Sleviou, premier adjoint au directeur général de Rusal, a donc donné à la presse en Guinée. Et donc, dans cette interview exclusive, M. Vladislav Sleviou relève que la compagnie Rusal a entamé des négociations avec le gouvernement guinéen pour une concession portant sur le gisement de bauxite de Diandian, se trouvant dans la même région de la Basse-Guinée, tout en faisant preuve d'optimisme sur l'aboutissement de ces négociations avant la fin de l'année en cours. Le premier adjoint au directeur général de Rusal a indiqué dans cet entretien que la relance de l'usine d'alumine de Frigia devait obéir à des impératifs économiques, mais que tel n'est pas le cas en ce moment, vu que l'usine ne rapporte pas grand-chose selon nos sources. L'usine de Frigia ou l'usine Frigia ne sera pas la seule concernée par cette politique de Rusal, et des unités industrielles basées aussi en Jamaïque vont subir le même sort, rapportent nos sources. Rusal pourrait ainsi utiliser l'opportunité que lui offrent ces usines en construction en Sibérie pour compenser les pertes enregistrées au niveau des usines qu'elle considère aujourd'hui comme non rentables, dont Frigia. Alors, l'usine Frigia ne serait pas donc la seule. Sur la même lancée, Rusal serait en train de planifier la réduction de 8 à 10% de volume de sa production, ce qui représente près de 400 000 tonnes d'alumine par an. Il est également question de fermer certaines usines ne remplissant pas les questions dans le respect des normes écologiques. Le conseil d'administration de la compagnie va en décidé avant septembre 2012, à en croire nos sources. Les Russes ne relanceront l'usine de Frigia, située à une centaine de kilomètres de la capitale, lorsque le prix de la tonne d'alumine connaîtra une hausse de près de $400 sur le marché guinéen. Signé le démocrate partenaire de Radio Guinée, USA. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, il est question aujourd'hui des mines. Alors, monsieur Chérif Nima François, vous êtes également panéliste politologue ici à Radio Guinée, comme tous les week-ends. Merci de nous rejoindre dans ce grand débat. Alors, quand vous avez entendu cette lecture de nos confrères du démocrate partenaire de Radio Guinée USA et de Radio Top Africa, quelle lecture faites-vous justement de ce méli-mélo, de cette balance qui ne favorise pas notre pays quant à la fermeture ou l'arrêt momentané de la production de l'usine Frigia, première usine d'alumine en terre africaine, M. Chérif Nima François? Oui, alors merci Georges, merci à M. Chérif Aïdara qui a démontré qu'il a une connaissance élargie sur le dossier minier guinéen. Et je voulais juste poser deux questions à M. Aïdara qui a séjourné en Guinée pendant aussi longtemps dans ce domaine. Alors la première question va dans le droit guinéen et même le droit international, quand une des parties est lésée dans le contrat, dans les cours du contrat, il y a toujours un délai donné et il y a tous des tribunaux favorables pour écouter les deux parties. Ce n'est pas la première fois en Guinée où l'État s'est senti lésé, même aux États-Unis. L'État se sent souvent lésé, mais on peut dire, ce n'est pas une comparaison, mais la Guinée est un pays pauvre, mais il y a les tribunaux des pays pauvres au moins. Il y a les Nations Unies, il y a Suisse, il y a beaucoup de tribunaux que M. Chérif Aïdara doit connaître, et je sais pas quelle a été l'évolution du dossier à ce niveau. Deuxième question, pour savoir pourquoi en Guinée, des pays pauvres qui ont besoin de la main-d'œuvre en grand nombre, comment se fait-il que nos leaders guinéens ou les hommes d'État des pays pauvres, particulièrement la Guinée, ils acceptent souvent prendre la terre rouge, qu'on appelle bauxite, pour envoyer traiter, raffiner dans les pays occidentaux, dans les pays d'ailleurs, alors que ce serait plus facile de faire en Guinée, en sol guinéen, qui va créer des millions d'emplois. C'était mes deux premières questions. Merci. Très bien. Merci à M. Chérif Nima François. D'un Chérif à un autre, il n'y a qu'un pas.
Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment même Radio Guinée. Et maintenant, à partir de Washington, où une tempête de pluie s'est donc abattue sur la ville et sur toute la région. Mais au moment où nous vous parlons, nous, dans notre cas ici à Radio Guinée, on se porte bien, on se porte à merveille, ce qui nous permet donc de vous émettre ici, de vous donner cette information. Alors, sachez aussi qu'en information, une grande conférence sur le sida a en ce moment même lieu ici à Washington. Cette conférence qui a mobilisé de nombreux pays africains et mondiaux se tient dans les locaux de la Voix de l'Amérique 6 là-bas à 330 Indépendance Avenue entre la 3e et la 4e rue à quelques encablures du Congrès américain. Mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Alors, monsieur Chérif Aïdara, vous êtes notre invité vedette. Vous avez compris, il est question aujourd'hui de mine et notre politologue a commencé par vous féliciter. Alors, il a posé une première question qui consiste à savoir si dans les clauses de contrat qui lient deux sociétés ou deux partenaires, en cas de non-respect ou au cas où une partie se sentirait lésée, alors est-ce qu'il y a des tribunaux de recours? Si oui, alors pourquoi la Guinée n'a pas porté plainte ou n'a pas demandé que justice soit faite dans cette histoire de Russell et Frigia combinée? Alors, M. Chérif Aïdara, c'est la première question. Bon. En fait, il n'y a pas de contrat où il n'est pas prévu qu'en cas de litige, que les parties puissent avoir recours à la justice, soit de la Guinée, et dans la plupart des cas, c'est la Cour d'appel de Paris qui est désignée pour résoudre ces cas de litige. Et dans tous les deux cas, je crois que si vous avez suivi ce que je disais tantôt, quand le ministre des Mines d'alors, Mamoudou Cham, est monté au créneau pour essayer de stopper la levée de fonds de Russell sur les marchés boursiers de Londres, Paris et de Hong Kong, il a utilisé le fait que la Guinée était en train de poursuivre en justice Russell pour falsification de documents, pour non-paiement de redevances, et puis falsification de documents, non-paiement de redevances, et puis je crois en plus, il y avait aussi que la Guinée voulait résilier le contrat de vente qui n'avait pas été un contrat en bonne et due forme. Donc, une fois que ces places boursières ont été informées, puisque Russell avait l'obligation d'informer ces investisseurs tout ce qui se passait sur leur compte avant de lever les fonds sur le marché international, cela a causé d'énormes problèmes à Russell, ce qui les a obligés pour une première fois de vouloir s'asseoir de façon volontaire avec le gouvernement guinéen et essayer de discuter avec eux. Donc, il y a des procédures qui étaient en cours en Guinée. Je ne sais pas à ce jour si ça a été clos ou pas, mais il y avait eu des procédures qui ont été intentées contre Russell en Guinée. Et c'était en ce moment le gouvernement de transition. Je ne peux pas te dire avec certitude quelle a été la conclusion de cette procédure. En ce qui concerne le cas particulier de Frigia, comme je vous le disais, le tout a commencé en 2003 par le rachat de cette usine à la somme modique de 19 millions de dollars. Oui. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons ces problèmes qui se suivent parce que les documents, jusqu'à au jour où je vous parle, ceux qui étaient impliqués ont fait disparaître certains documents, on n'a pas retrouvé certains PV, donc on ne sait pas exactement qui a autorisé ou qui a ordonné et même qui a signé au nom de l'État le transfert. Donc il y a tout un tas de questions autour qui sont encore jusqu'à présent floues, dont on n'avait pas eu les résultats. C'est pendant les audits que le gouvernement de transition avait commencé, que les Guinéens avaient commencé à voir clair, qu'on a même su à quelle somme cette usine avait été revendue à Russell. Très bien.
Merci à M. Chérif Aïdara, notre invité vedette aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer l'ensemble de nos auditeurs et panélistes connectés, M. Jules Fangamou, M. Gatabemou, M. Londrikio en ligne d'Abidjan que nous allons avoir tout à l'heure, et nos auditeurs et auditrices. Notre partenaire de radio Télé Béni, là-bas à Béni, à l'est de la RDC, M. El Hadj Koudra Maliro, qui nous lit actuellement sur Facebook et nous envoie des messages. Et bonjour également à Mireille Koni, qui se trouve du côté de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, sans oublier sa sœur Mireille. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous écoutent également du côté de Farana, à Bagna, village de Madame André Kébé, qui nous écoute en ce moment même à Lyon, en France. Mesdames et messieurs, merci également à l'ensemble de nos auditeurs rassemblés en ce moment même sous l'arbre à palabre là-bas au centre de Bogota, dans le sud-est de la Guinée, à quelques mètres de la frontière ivoirienne. Merci également à tous nos éditeurs du côté de Suluta, village de votre serviteur du jour, là-bas sur la route de Zérokoré-Beila, à 7 km de Gweke et à 35 km de centre-ville de Zérokoré. Alors, tous nos auditeurs aussi de Zari City que nous n'oublions pas, sans oublier les auditeurs de Kindia, Labé, Mamou, Dalaba, Télimélé et j'en passe, Fria et Boké notamment, sans oublier le Grand Nambaya, car à Nambaya, on est très écouté au bord du fleuve Milo, affluent du fleuve Niger. La deuxième question, M. Chérif Aïdara, que Chérif Nima a posée, je crois que c'était par rapport toujours aux mines, si l'État guinéen n'a pas porté plainte ou n'a pas essayé d'aller en justice. La deuxième question, c'était de savoir pourquoi les minerais, je crois, sur lesquels pourquoi l'État investit beaucoup plus d'argent dans les minerais qui ne rapportent rien, quand on sait que la bauxite aussi c'est la première, disons, ressource exportée, mais la bauxite n'est pas transformée sur place en Guinée. Voilà, c'était la question. Pourquoi l'État guinéen n'a pas pu, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous sommes indépendants il y a plus de 53 ans, et que l'État exploite la bauxite en Guinée, mais la bauxite n'est pas transformée sur place à Kamsar, Sangarédi et à Kindia, à Débélé. Également, l'alumine qui est exploité à Frigia, sur le site de Frigia, à Fria, Timbo, n'est pas transformé sur place. Vous le savez tous les jours, quand vous êtes à Conakry, c'est des trains qui sifflent à longueur de journée, transportant nos mines vers le port de Conakry, où ces mines sont exportées dans les pays européens notamment. Alors, M. Chérif Aïdara, quelle lecture faites-vous, vous qui avez été directeur adjoint du fonds minier? Est-ce qu'il est plus rentable pour l'État guinéen d'exporter et de transformer à l'extérieur ou de le faire sur place et créer des emplois pour les populations? Bon, il faut savoir déjà que ce n'est pas l'État guinéen qui exporte le minerai guinéen et qui même exploite le minerai guinéen. C'est plutôt des partenaires avec l'État qui font cette exploitation et l'exportation. Le tout dépend de la politique minière ou économique de différents gouvernements. Si vous regardez par exemple, l'une des préoccupations de ce gouvernement en place, c'est obliger que certains de nos minerais soient transformés, ne serait-ce qu'en semi-produits finis en Guinée. Et cela dans le souci de la création de l'emploi ou d'ajouter de la plus-value à partir de la Guinée. Vous prenez par exemple la bauxite, c'est de la terre rouge quand tu creuses la terre, c'est de la terre rouge. C'est ce qui est transformé en quelque sorte en alumine après une première procédure. C'est pourquoi nous avons l'usine de Frigia, à Fria Kimbo, comme tu le disais. Et ensuite, ce minerai est transporté dans des bateaux qui les amènent dans des pays comme le Mozambique, comme l'Union soviétique. Et là, vous avez le Mosal, qui est le Mozambique Aluminium, qui transforme ça en barres d'aluminium. Et en plus, ces barres d'aluminium sont embarquées dans des bateaux et ça s'en va directement dans les pays comme la Chine ou l'Inde, qui ont plus besoin aujourd'hui de ce matériel premier. Mais il faut comprendre
aussi que la transformation des différentes matières premières en produits finis demande beaucoup d'autres préalables. Notamment, on a besoin de l'énergie. Il faut une source énergétique extraordinaire pour pouvoir faire tourner des usines à une certaine constance pour que ces matières premières puissent être transformées en produits finis. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir le problème que nous traversons aujourd'hui en Guinée par rapport au manque d'électricité. Et je crois que le pays est à cheval pour la construction des barrages en ce moment et en pourparler avec des compagnies chinoises qui vont aider à l'installation de certains barrages et de certains groupes électrogènes pour essayer de nous donner de l'électricité. Mais je crois que ça va dans l'intérêt de tout pays de voir que les matières premières issues de leur sous-sol sont transformées jusqu'à un produit fini dans leur pays. Ça ne fera que ajouter de la valeur, ça ne fera que créer de l'emploi, ça ne fera que créer de la richesse pour les citoyens de ce pays. Oui, M. Cherif Haïdara, vice-président de la communauté guinéenne, ancien directeur général adjoint du Fonds minier. Quand vous parlez du déficit énergétique en Guinée, la Guinée, je vous apprends que la Guinée est quand même le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, M. Cherif Haïdara? Comme vous l'avez si bien dit, on a appris ça à l'école depuis qu'on était tout petit et jusqu'à présent tel est le cas. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu transformer ce don naturel, ce don divin en produit fini aujourd'hui pour le salut de tous les Guinéens. Et si on pouvait transformer, par exemple, créer des barrages avec une somme plus ou moins, entre parenthèses, à 15, 20, 30 millions de dollars à l'époque, aujourd'hui, on est confronté à faire le même travail avec 500, 600 et 1 milliard de dollars. Pourquoi? Parce qu'on traîne, on ne prend pas de décision, on n'a pas de politique de développement adéquate, ou on ne les applique pas, ou dans la plupart des cas, on a eu des dirigeants qui s'occupaient que de leur propre personne et le bien-être du commun de Guinéens n'était pas leur problème. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. On aurait dû être en train de vendre de l'énergie aux pays limitrophes. Parce que, comme vous avez dit, toutes les grandes sources d'eau en Afrique de l'Ouest prennent leur source en Guinée. Voilà. Mesdames et messieurs, vous écoutez en ce moment même Washington Débat, une émission des services de production de Radio Guinée USA, bientôt Radio Top Africa, qui va bientôt donc entrer en fonction. Le temps pour nous de souhaiter à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices, à l'ensemble des musulmans éparpillés à travers le monde, un très bon début de Ramadan, car ça a commencé il y a quelques jours. Hier pour certains, la semaine passée pour d'autres. Bon début de carême, tous nos souhaits de bonne réussite dans l'accomplissement de cette œuvre de Dieu vous accompagne ici à Radio Guinée. Prochainement d'ailleurs, nous aurons tous les imams de la région ici et de Philadelphie dans cette émission pour un spécial Ramadan Show. Alors, Washington Débat se poursuit en son édition du jour, la 80e édition. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous lire une déclaration de la société civile de la Basse-Côte. Alors, cette déclaration a été faite à Kindia il n'y a pas longtemps. Alors, déclaration de soutien aux travailleurs de Rissal Frigia. Les organisations de la société civile guinéenne de la Basse-Guinée, réunies au sein de leurs collègues régionales de leur collège régional tenu à Kindia du 5 au 6 juillet 2012, soucieuses du respect des droits humains et de la dignité des personnes, restent sensibles à la situation de crise au sein de l'usine de Frigia et apportent leur soutien aux travailleurs, leurs familles et les populations de Frigia en ces moments de crise qu'ils traversent. Alors, les sociétés civiles donc de la Basse-Guinée souhaitent premièrement l'accompagnement des autres sociétés civiles à se joindre à nous pour apporter notre soutien à ces compatriotes qui en ont besoin. Deuxièmement, le règlement immédiat par les acteurs des revendications pour une solution durable et idoine.
Troisièmement, l'esprit de sacrifice de tous pour la reprise immédiate du travail dans l'intérêt supérieur de la nation. 4. Le rétablissement des travailleurs dans leurs droits. Et voilà, 5. Le rétablissement des travailleurs dans leurs droits. Invite le gouvernement, voilà, c'est le cinquième alinéa, invite le gouvernement guinéen à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise. Faite à Kindia le 6 juillet 2012. C'est une déclaration que nous avons reçue sur le téléprompteur de notre rédaction au moment où même l'émission a lieu. Alors, mesdames et messieurs, voilà donc une déclaration de soutien faite par les sociétés civiles de la Basse-Côte qui demande aux autres sociétés civiles de se joindre à elles pour soutenir les 1000 et quelques travailleurs de Frigia et aujourd'hui en chômage. Monsieur Chérif Aïdara, quelles sont les conséquences, selon vous, d'un arrêt ou tout au moins d'une fermeture ou tout au moins d'un arrêt de la production à Frigia? Pensez-vous que la population de Frigia serait confrontée à d'énormes difficultés quand l'usine s'arrête ou qu'on ferme l'usine, M. Chérif Aïdara? Bon, cela va sans dire. Toute la ville de Fria vit autour de cette usine. En fait, si vous regardez cette région, il y avait Sombori Termelin qui était le village environnant. C'est la création de cette usine qui a fait qu'il y a eu la ville de Fria et aujourd'hui qui a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui y vivent et qui y travaillent. Donc la fermeture de cette usine va avoir un impact néfaste direct sur la population de Fria. Tout le monde va en souffrir parce que tous les résidents de Fria, vous savez, vous avez 7 à 8 personnes qui travaillent pour cette usine ou dont la source de vie dépend des activités de cette usine. Donc la fermeture de cette usine va être vraiment une situation dévastatrice pour cette région et sur toute l'économie guinéenne à la longue. Mais à l'immédiat, les gens de Fria et les travailleurs et leurs familles vont vraiment souffrir. Il y a des gens qui aussi dépendent des activités avoisinantes du fonctionnement de cette usine qui vont en souffrir immédiatement. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment même Radio Guinée dans son émission Washington Débat, une émission qui vous parvient tous les samedis à 15h, heure de Washington, quand il est 19h en temps universel coordonné à Conakry. Mesdames et messieurs, l'émission se poursuit et notre invité du jour, c'est M. Chérif Aïdara, ancien directeur général adjoint du Fonds minier, aujourd'hui vice-président de la communauté guinéenne dans la région métropolitaine de Washington DC, d'où nous émettons. Il s'apprête à briguer un autre mandat. Alors nous allons rapidement prendre cet auditeur, Monsieur Jules Fangamou, on me signale du côté de la technique que c'est vous qui êtes en ligne. Alors bienvenue sur les antennes de Radio Guinée USA. Notre invité du jour, c'est Monsieur Chérif Aïdara, vice-président de la communauté guinéenne, ex-directeur général adjoint du Fonds minier. Ah, c'est un monsieur qui n'est pas tombé de la dernière pluie. Alors, avez-vous une question pour notre invité, monsieur Jules Fangamou? Il est question de l'arrêt momentané ou de la fermeture de l'usine Frigia qui, vous vous rappelez, exploite l'alumine en terre guinéenne depuis plus de 50 ans. Et l'usine Frigia, je vous rappelle que c'est la première usine d'alumine en terre africaine. Alors, monsieur Jules Fangamou, vous avez l'antenne pour votre question ou pour votre commentaire. Oh, monsieur Georges, vous pouvez m'excuser où je suis, je ne peux pas trop parler. Donc, vous pouvez m'excuser, je peux écouter quand même. Ah, vous êtes à l'écoute. Voilà, c'est ça aussi la règle à Radio Guinée USA. Merci à l'ensemble de nos millions d'auditeurs éparpillés à travers le monde. Vous êtes également conviés à nous retrouver sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Mesdames et messieurs, il est 15h42 à Washington, 19h42 à Gamamberema, là-bas, dans la préfecture de Lola. Alors, mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Monsieur Chérif Aïdara, quelle est la part de l'État, plutôt, quelle a été la réaction en apprenant, disons, ce mouvement, ces remue-ménages au sein de l'usine? Vous avez compris à travers quelques lectures que nous avons faites tout à l'heure, aujourd'hui le prix de l'alumine se porte très mal dû à la conjoncture économique mondiale.
ce n'est pas la faute à la Guinée, ce n'est pas la faute aux travailleurs de Frigia. Alors, on a aussi compris que la Jamaïque est un pays qui produit aussi de la bauxite et de l'alumine, est aussi touché par la décision de Russell. Mais dans tout ce combat, dans ce remue-ménage que j'appellerais, quelle est la réaction de l'État guinéen lui-même face à cette proposition d'arrêt ou de fermeture de l'usine Frigia? Vous le savez quand même, Frigia, c'est l'un de nos symboles forts de la souveraineté, car, je vous le disais tantôt, et je continue de vous le dire, que Frigia est la première usine d'alumine en terre africaine, M. Cherif Aïdara. Bon, comme vous, je suis aussi un peu près à l'évolution de ce qui se passe à Frigia, parce que j'ai des amis et j'ai de la famille qui y vivent. L'État aussi est en train de s'est impliqué depuis un moment. Ils ont rencontré à plusieurs reprises les représentants de Russell, les représentants du syndicat des travailleurs de Frigia. Nous avons deux problèmes qui se superposent. Vous avez le problème des conditions de travail et de l'usine en tant que telle. Vous avez aussi le problème du prix de l'aluminium sur le marché international en ce moment. Donc, ce qui rend la chose très très délicate, parce que ce n'est pas seulement l'usine de Frigia qui est touchée dans cette décision de Russell. Ils ont aussi une usine en Jamaïque et ils veulent se rabattre sur leur usine qui se trouve en Sibérie. Oui, en Russie orientale, oui, ça c'est vrai. Voilà, et non seulement par rapport à la proximité de cette usine à la Russie, là où est basée la société même, et la Chine aussi qui est leur plus grand preneur. Donc, vous regardez tous les problèmes sociaux qui se trouvent autour de cette situation en Guinée, le mécontentement des travailleurs compte tenu de leur négligence. Vous regardez aussi le fait qu'ils sont en litige avec l'État guinéen par rapport à la façon dont ils ont conclu le contrat avec l'ancien gouvernement, je veux parler du gouvernement Lansana Conté. Cela, ajouté à tous ces trucs, ça crée beaucoup de problèmes en ce moment, réellement. Oui, attends. Très bien. Donc, c'est en fait tout ce qui rend la situation vraiment assez compliquée pour les travailleurs de Frigia. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont ceux qui souffrent le plus parce que, compte tenu du prix de l'aluminium sur le marché mondial, Russell veut fermer ou ralentir l'exportation à partir de la Guinée. Vous avez aussi les salaires arriérés, je crois, d'avril, mai, juin, dont les travailleurs veulent coûte que coûte, le syndicat voulait qu'ils payent. Mais aujourd'hui, les travailleurs de Frigia eux-mêmes ont pris la décision de revenir sur certaines revendications pour essayer de voir s'ils peuvent trouver une solution au problème à l'amiable, s'asseoir encore sur la table de négociation avec Russell pour ne pas que l'usine ferme. Parce que si cela se fait, comme vous avez dit, c'est un symbole de souveraineté pour la Guinée, c'est une source de vie pour toute la région de la Basse-Côte, pour la simple raison que beaucoup de familles dépendent de façon directe ou indirecte du fonctionnement de cette usine. Donc, ça mais M. Cherif Aïdara, pas seulement pour les habitants de la Basse-Côte, vous avez également des Africains de l'Ouest qui y vivent et qui tirent profit justement des largesses ou de la création de l'emploi à Frigia. Je me rappelle que à Frigia, vous avez des Béninois, des Togolais et des Ivoiriens qui y vivent et qui se sont notabilisés. Ils sont devenus même des habitants de Frigia parce qu'ils ne connaissent que là-bas. Alors, fermer Frigia ou tout au moins arrêter momentanément la production, c'est vrai que c'est des millions de travailleurs, de personnes, de foyers qui seront donc frappés par le chômage et donc par des problèmes, des difficultés économiques. Merci à M. Cherif Aïdara et à notre
panéliste politologue Chérif Nima François. Le temps pour nous de prendre, on prend une pause de 2 minutes, le temps de faire à nos amis promoteurs et nous vous retrouvons dans un instant. C'est donc parti. Ok, good evening. On me signale du côté de la technique que ce n'est pas la bonne bande et donc nous allons essayer de vous retrouver, le temps pour nos amis techniciens de retrouver ce qu'il faut pour que l'émission puisse continuer. Voilà, donc c'est bien parti et le temps pour nous donc de prendre une petite pause. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire Tmark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci, Tmark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec Tmark. Maintenant, Tmark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec Tmark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Vous pouvez aussi faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. Tmark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de stabilité. C'est Tmark. Tmark, le marché au jour de vos joies. Merci à nos amis de Tmark Guinée, USA. Vous écoutez donc Radio Guinée, USA. Et maintenant, à partir de Washington, où il est 15h51 en heure locale, 21h à Bukavu, 21h donc 51 à Bukavu, à Goma, à l'est de la RDC et à Kisangani, à la frontière est avec le Rwanda. Merci également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Sydney et de Melbourne, là-bas en Australie. Et le premier de nos auditeurs s'appelle Elvis Sitia. Et également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Hong Kong, là-bas en Chine et en Asie. Donc notre premier auditeur là-bas, c'est Monsieur Jean. Alors, il nous écoute sur l'Internet là-bas à Sydney et à Melbourne, sans oublier tous nos auditeurs de Hong Kong. Merci également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Zor, dans la préfecture de Lola, et du côté de Dakar, sans oublier nos auditeurs de Saint-Louis et de Kaolack. Merci également à tous ceux qui nous écoutent ici aux États-Unis, notamment à Los Angeles et à Las Vegas.
Las Vegas, où il est 12h52 en heure locale. Et là-bas, le premier de notre auditeur s'appelle Top One Frisson, artiste, musicien africain, né en République du Congo, là-bas au bord du fleuve Congo, qui joint les deux pays, pour ne pas dire les deux Congos. 15h à Washington, 15h51 à Washington. Washington Débat se poursuit donc en son édition du jour, 80e édition. Alors, M. Chérif Haïdara est notre invité, ancien directeur général adjoint du Fonds minier, vice-président de la communauté guinéenne dans la région de Washington, D.C., et il est actuellement en train de se battre pour briguer la présidence de cette même communauté, car l'ambassadeur des États-Unis à Washington, pour ne pas dire l'ambassade de Guinée à Washington, promet d'organiser des festivités grandioses pour commémorer l'Independence Day. Alors, ce sera le 2 octobre, ici dans la région métropolitaine de Washington. Tous nos canaux de communication seront utilisés à cet effet. Merci également à la communauté guinéenne qui s'apprête, qui vit en ce moment même le début du Ramadan. Nos amis musulmans, nous sommes de cœur avec vous et Radio Guinée vous accompagne dans cette œuvre exaltante de Dieu qui nous rapproche chaque jour de l'être suprême, de Dieu créateur. Merci également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Yomou, de Pela, et nos auditeurs de Pamporey, là-bas dans la région forestière. On remercie également tous ceux qui nous écoutent dans la savane guinéenne, de Sigiri à Nyangassoula, de Nyangassoula à Bamako. Et à Bamako, nous aimerions dire un bonjour à tout le club Radio Guinée USA qui se regroupe en ce moment même chez la maman Pauline là-bas au centre-ville de Bamako pour célébrer le week-end. Et tous nos vœux de bonnes prières accompagnent le peuple malien, car ce peuple traverse une crise en ce moment même. Merci également à l'ambassadeur, à l'ensemble des ambassadeurs africains qui sont ici à Washington et qui nous écoutent. Merci à vous. L'émission se poursuit. Monsieur Chérif Haïdara, alors Frigia fermé, pas fermé, des millions de foyers exposés en chômage à des conditions de vie difficiles. Aujourd'hui, vous l'avez dit, je voudrais aussi vous rappeler que Frigia avait créé, Russell avait créé beaucoup d'opportunités à Fria, la ville qui abrite Frigia. Frigia, c'est l'usine Frigia Timbo. Vous le savez, il y avait des bourses qui étaient offertes par an à des étudiants guinéens qui partaient poursuivre leurs études en Russie. Il y avait également la restauration des mosquées et des églises au centre-ville de Fria. Il y a eu également la construction et la réparation des centres d'éducation physique, les arts martiaux à Fria, toujours par Richard, qui exploite donc l'alumine en Guinée depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, tous ces avantages sont en train d'être mis sur la balance Frigia entre fermeture et arrêt. Alors, M. Chérif Haïdara, quelle autre lecture pourriez-vous faire quand il s'agit justement de la suppression des bourses pour les étudiants guinéens qui partaient quand même poursuivre leurs études en Russie? Comme vous le savez, l'éducation c'est la clé de tout, c'est la base de la formation de l'homme, même du physique de l'homme. Alors, quelles autres conséquences sur le domaine éducationnel, M. Chérif Haïdara? En fait, l'arrêt de cette usine ou sa fermeture vient avec tout un autre cortège de malheurs. L'éducation, bien sûr, va y être touchée, mais il y a tout un tas de besoins primaires, de nécessités de survie qui est mise en cause immédiatement. Vous comprenez qu'il y a des gens qui travaillent que à Frigia, à l'usine. Depuis leur sortie d'école jusqu'aujourd'hui, ceux-ci seront mis automatiquement en chômage technique. Et chacun de ces gens sont des pères ou mères de famille. Et vous voyez aussi tous ceux qui créent d'autres activités économiques autour de l'existence de cette usine, combien de fois ils seront affectés. Oui. Et Frigia, depuis un certain nombre de temps, donne des bourses. Je vois même que la dernière vague d'étudiants qui étaient partis à l'Union soviétique viennent juste de recevoir leur diplôme.
Donc, cela sera supprimé. Il y aura beaucoup d'effets négatifs sur l'ensemble de tout ce que cette usine a pu générer comme bienfait dans la société guinéenne. Ok. Merci à M. Chérif à M. Chérif Aïdara, d'un Chérif à un autre, il n'y a qu'un pas. Nous allons prendre le politologue guinéen, M. Chérif Nima François. Vous êtes habitué à cette émission, vous suivez aujourd'hui avec notre invité, vous lui avez posé 2 questions. Avez-vous une autre question ou tout au moins une analyse de la situation de Frigia? Oui, ma question, c'est économique, je dois répondre, c'est de savoir quel était l'apport avant la vente en l'an 2003, quel était l'apport de Frigia au budget national sur le plan financier. Et s'il pouvait nous donner par pourcentage, ce serait mieux. Et au-delà de ça, quel est aussi l'apport des domaines miniers, des ressources minières au niveau du budget national de la Guinée. Merci. Très bien. Merci à M. Chérif Niman François. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que Chérif Niman François a fait ses humanités ici à Washington, D.C. Il est spécialiste des questions politiques sur les antennes de Radio Guinée USA. Aujourd'hui, il pose des questions à notre invité du jour, comme la règle le prévoit ici sur nos antennes. Alors, Monsieur Chérif Aïdara, vous avez donc le micro. Vous avez été directeur général adjoint du Fonds minier. Alors, quelle est la part des mines dans l'élaboration, dans le budget national? Je sais que les mines, nous en tant que littéraires journalistes, nous savons que les mines en Guinée sont le moteur de l'économie guinéenne. Quand vous enlevez les mines, quand même, dans l'exportation, rien ne reste car la Guinée n'exporte rien d'autre. La banane qu'on exportait dans les années 60 où la Guinée était championne dans l'exportation, premier pays exportateur de bananes, aujourd'hui cette place est relevée aux calangues grecques. Alors quant aux mines, il est très facile de le savoir. Vous savez que ce soit la bauxite produite à Débélé, à Kamsar Sangaredi, par rapport à Fria, je me rappelle qu'il y a eu une grève dans les années passées en Guinée, quand le train n'a pas donc sifflé au port de Conakry, c'était la panique au niveau du gouvernement. Mais vous êtes spécialiste des questions minières. Je vous laisse l'antenne donc pour donner une réponse adéquate, précise et nette à notre politologue qui est devenu aujourd'hui auditeur et panéliste en même temps de Radio Guinée USA, qui va devenir très bientôt Radio Top Africa dans quelques jours, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Chérif Aïdara, vous avez le micro pour vos réponses, s'il vous plaît. Ce que je peux répondre à cette question la suivante, c'est que la Guinée n'a jamais su réellement profiter de ses ressources minières. Depuis qu'on a commencé l'exploitation de la bauxite en Guinée jusqu'à nos jours, le pays n'a pas bénéficié de plus de 5 milliards de dollars. Alors que si on avait réellement négocié ces contrats, c'était réellement fait en temps normal, et si nous avions mis en valeur certaines de nos ressources minières, la Guinée serait aujourd'hui l'un des pays les plus avancés en Afrique tout entière, et plus particulièrement en Afrique occidentale. Aujourd'hui, nous étions sur la voie d'être le deuxième pays exportateur de minerais de fer entre 2012 et 2015. Simplement, si nous avions eu la chance de faire démarrer l'exploitation du minerai de fer de Nimba, l'exploitation du minerai de fer de Kalia en Parana, l'exploitation du minerai de fer de Kaleta dans Forêt-Caria. Aujourd'hui, c'était avec grande pompe au mois de juin que nous avons vu que la Guinée a pu faire extraire son premier minerai de fer. On n'a même pas encore commencé à exporter ça. Tant que les minerais sont sous la terre, ce sont les sociétés minières qui profitent de ça sur les bourses. Mais le pays ne voit rien. Donc, ce que nous devons faire, c'est
mettre en exécution tous ces plans maintenant. Renégocier certains contrats, bien sûr, naturellement, mais commençons l'exécution de ces plans et commençons à exploiter ces minerais. Tant que c'est sous la terre, ce n'est que spéculation. Le minerai ne vaudra quelque chose que lorsque c'est mis en bateau ou c'est transformé quelque part. Donc, nous pouvons être un pays émergent dans moins de 10 ans si nous mettons en exploitation ce que nous avons comme projet et ce que nous avons comme plan tout au long et qu'on laisse de côté les politiques politiciennes, mais qu'on passe aux choses sérieuses. Sinon, le coût d'exploitation de ces minerais ne fait que monter. Si on avait commencé cela il y a 20 ans, on serait en avance aujourd'hui. Malheureusement, voici 30 ans, 50 ans plus tard, 52 ans plus tard, on est toujours en train de parler des mêmes choses sans qu'on fasse vraiment grande chose pour l'exploitation. On ne peut pas vous dire avec exactitude combien, parce que les statistiques n'ont jamais été respectées en Guinée. Les chiffres n'ont jamais été publiés réellement. Friguia, on ne peut pas vous dire avec certitude combien d'impact Friguia a sur l'économie guinéenne. On ne peut pas vous le dire. Pour la simple raison que les dirigeants d'alors prenaient tout le temps des redevances, ils s'endettaient et ces dettes-là étaient remboursées par ce que Friguia devrait avoir et c'était des intérêts personnels. Ça n'a jamais été géré de façon régulière. Donc, ce serait très difficile pour qui que ce soit de vous dire voici l'impact positif ou négatif de la contribution de cette usine de Friguia sur l'économie guinéenne. Très bien. Merci à M. Chérif Haïdara, vice-président de la communauté guinéenne, ancien directeur général adjoint du Fonds minier, invité du jour de la rédaction de Radio Guinée, qui dans quelques jours va devenir Radio Top Africa, pour le bonheur des communautés africaines des États-Unis et du monde entier. Il est 16h à Washington, 20h à Conakry, 22h à Bukavu et à Goma, à l'est de la RDC. Mesdames et messieurs, avant qu'on ne prenne le second thème, qu'on attaque le second thème du jour concernant la sécheresse ici dans notre pays d'accueil, nous allons demander à M. Chérif Haïdara de nous tirer les conclusions de ce combat, de cette bataille Russal-Friguia et l'État guinéen. Alors, M. Chérif Haïdara, vous avez le micro, car à Radio Guinée USA ici, il y a des règles que quand il y a débat, qu'on tire des conclusions, qu'on tire des leçons et on lance des appels, ainsi de suite. Alors, quelles conclusions tirez-vous de ce thème concernant Russal-Friguia face à l'État guinéen, entre l'arrêt et donc la fermeture? Vous l'avez dit, le minerai, l'alumine se porte très mal sur le marché. La tonne s'évalue entre $100 et $150, alors que Friguia, plutôt Russal, voudrait que la tonne soit vendue au moins à $400 pour lui permettre de relancer rapidement les activités à Friguia, ce qui serait pour le bonheur, ce qui serait vraiment un ouf de soulagement pour les populations guinéennes. Et vous l'avez dit dans ce débat, Russal est en train de se concentrer sur la grande usine en Sibérie, là-bas, en Russie orientale. Alors, quelle conclusion pour ce thème du jour, M. Chérif Haïdara? Bon, comme je vous le disais tantôt, aujourd'hui, le cas de Russal et de l'usine Friguia peut être regardé sous deux volets. D'abord, vous avez le contentieux entre l'État guinéen et Russal pour non seulement l'achat par cette société de l'entité de l'usine même à un prix dérisoire et au manquement de beaucoup de termes du contrat. Ça, c'est un volet à part. Mais le plus important en ce moment, c'est voir ce que va devenir tous ceux qui vivent à travers cette usine, tous les travailleurs de Friguia et l'impact que cela pourra avoir si cette usine arrivait à s'arrêter aujourd'hui sur l'économie
de la Guinée en général. Mais au prime abord, je crois que l'État peut négocier de bonne foi avec Rusal et peuvent s'asseoir, trouver un terrain d'entente, revoir s'ils peuvent trouver un autre preneur, rembourser l'argent de Rusal et récupérer l'usine et le vendre à quelqu'un d'autre, ou en fait ils trouveront une solution à ça. Quel qu'en soit peu de X, il y a des termes dans le contrat qui les permettra d'arriver à un consensus plus ou moins tôt ou tard. Mais l'impact immédiat, et là où nous sommes vraiment concernés, c'est si cette usine s'arrête, compte tenu du fait que le prix sur le marché mondial de l'alumine ou de l'aluminium est vraiment en baisse aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Nous vivons dans ce pays, nous savons depuis un certain moment que les manufacteurs ou les industriels ne sont pas en train de fournir ou de produire en quantité élevée comme ils avaient l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que la demande est toujours très très basse. Et l'économie qui nous tirait depuis un moment, qui donnait une bouffée d'oxygène au monde entier, c'était l'économie chinoise, et qui aussi commence à ralentir à un pas très inquiétant. Vous n'êtes pas sans savoir de ce qui se passe dans le monde européen, avec notamment le Portugal, l'Espagne, parfois même on parle de l'Italie et pas plus loin que la France. Je crois qu'on a un peu de temps à faire avant que nous commencions à voir l'économie mondiale commencer à reprendre du souffle. Donc, tant que tel est le cas, les minéraux seront vraiment, vont souffrir de manque de demande. Et je crois qu'il faut trouver une solution, apaiser plus ou moins les positions entre les syndicalistes et les travailleurs de Rusal pour que l'usine quand même puisse continuer à fonctionner, pour faire vivre réellement les familles qui travaillent en attendant que la situation ne change. Ou purement et simplement trouver un autre preneur, parce que Rusal n'est pas le seul dans le monde de l'alumine. Je crois que Rio Tinto peut s'intéresser. Il y a Mubadala, une compagnie minière ou financière qui se trouve dans les Émirats arabes. Et vous avez BHP Billiton qu'il faut rappeler à la négociation, qui veut nous quitter aussi plus ou moins pour les mêmes raisons, mais je crois que les raisons se trouvent ailleurs. Le gouvernement doit s'asseoir avec toutes ces grandes compagnies, discuter avec eux et voir de façon vraiment logique comment régler et résoudre ces problèmes. Voilà. Merci à M. Chérif Haïdara, invité du jour ici à Radio Guinée. Il est 16h10 à Washington, 20h10 à Conakry et en temps universel coordonné. Le temps pour nous, mesdames et messieurs, de passer au second thème du jour qui consiste est ici la sécheresse au pays de l'oncle Sam. Vous le savez, 29 États sont touchés par la sécheresse dans ce pays que nous aimons et que nous habitons depuis belle lurette. Alors, quelles sont les conséquences de cette calamité naturelle sur l'agriculture américaine, l'aide alimentaire internationale et sur le panier de la ménagère africaine aux États-Unis, car c'est notre domaine de prédilection. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous faire lecture d'un article que nous avons reçu ici à notre rédaction. Alors, la sécheresse menace la culture de maïs aux États-Unis. La sécheresse et les températures très élevées menacent les cultures de maïs aux États-Unis et les prévisions météorologiques ne semblent pour l'instant pas favorables. Alors, les cultures de maïs américaines qui souffrent d'un grave dépérissement ont eu quelques instants de répit suite à la canicule de cette semaine. Mais les nouvelles prévisions météorologiques semblent pessimistes. Des précipitations sont cependant essentielles pour éviter que les cultures de maïs ne connaissent la pire sécheresse depuis plus d'un quart de siècle. Alors que la majorité de la région de culture du maïs aux États-Unis devrait entrer dans une phase essentielle de pollinisation, une période au cours de laquelle des conditions sèches et chaudes peuvent provoquer des dégâts irrévocables, l'absence d'humidité menace
la menace donc de faire augmenter encore les prix du maïs qui sont déjà plus d'un tiers plus élevés que depuis mi-juin. Alors, nous allons nous arrêter là, le temps de retrouver nos spécialistes maison pour analyser cette question de sécheresse aux États-Unis. À tout seigneur, tout honneur, nous avons notre invité vedette, M. Chérif Haïdara. Et je vous rappelle que dans un instant, nous aurons un grand journaliste panafricain en ligne, M. Khalil Gueye. Khalil Gueye est journaliste alors à la Voix de l'Amérique et il travaille aussi pour CNN. Alors, mesdames et messieurs, l'émission se poursuit. Alors, M. Chérif Haïdara, vous l'avez compris, on est revenu aux États-Unis où la sécheresse menace vraiment. Et heureusement que dans notre région, on est gâté par la nature car il pleut abondamment ici. Mais dans le Midwest, les États sont sous le choc et l'État américain ne veut pas déclarer la catastrophe pour le moment, mais ils disent que c'est dû donc au manque de pluie et que la situation pourrait certainement être maîtrisée. Et alors, quelle lecture faites-vous quand on sait que au pays de l'oncle Sam, les Africains, d'une façon générale, vivent justement ou mangent plutôt les produits ici de l'agriculture, de même que les Américains. On est dans les supermarchés comme les Safeway, Atlantic Supermarket, Red Apple, Giant et autres, où ces produits agricoles sont vendus et à de très bons prix, mais avec la sécheresse qui sévit, on risque de connaître des flambées de prix sur le marché. Et pensez-vous que le panier de la ménagère africaine, de nos épouses et nos sœurs africaines pourrait être aussi affecté, M. Chérif Haïdara? Évidemment, le panier de la ménagère ici sera affecté compte tenu de ce qui se passe sur le plan climatique. Si les produits maraîchers souffrent de manque de pluviométrie et que vraiment les récoltes ne sont pas aussi bonnes que ça, les prix ne feront que monter et tout un chacun verra combien de fois cela va coûter à son porte-monnaie. Mais le plus important, c'est même si c'est cher, est-ce qu'on pourra même garder cette qualité que nous retrouvons toujours dans les produits de culture américaine. Très bien. Merci à Chérif Haïdara. Alors, nous allons prendre M. Chérif Nima François, qui est aussi habitant des États-Unis. Alors, M. Chérif Nima François, quelle lecture faites-vous de la sécheresse qui frappe le Midwest de notre cher beau pays? Bon, s'il y a des analyses à faire sur cette sécheresse, naturellement, sur le plan économique et financier, bon, je commencerai par le dernier point. Sur le plan financier, il n'y a pas tellement d'inquiétude à partir du moment que les agriculteurs américains sont assurés, les champs sont assurés, ils ont des premiums qui payent en cas de sécheresse de ce genre. Le paysan est toujours protégé, c'est-à-dire son revenu, il n'y a pas un changement notable au niveau de son revenu. Maintenant, sur le plan économique, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le maïs est utilisé dans les produits pétroliers. Il y a le mélange aujourd'hui que nous consommons chaque fois que nous allons dans les stations de service d'essence. Nous utilisons une petite quantité de maïs qui affecte, ce qui a même provoqué même le prix, la montée du prix sur le marché du pain et d'autres denrées liées naturellement au maïs. Donc, sur le plan économique, il y a des conséquences sur le marché mondial, notamment ici aux États-Unis et partout dans le monde. Et sur le plan alimentaire, ça, on n'a pas besoin de démontrer, à partir du moment que nous tous nous dépendons de ces produits de première nécessité, et notamment l'aide aux pays africains, l'aide aux pays pauvres affectés par cette crise, cette sécheresse. Donc voilà en quelque sorte les conséquences immédiates que nous allons sentir, et nous avons commencé déjà à sentir sur le prix de l'essence ici aux États-Unis. Voilà, donc une façon de dire que quand l'agriculture bouge, tout bouge, et les ingénieurs de bâtiment vous disent que quand le bâtiment va, tout va.
nous, la communication, on dit que quand la communication bouge, tout bouge. Alors, le panier de la ménagère est frappé. M. Chérif Nima François, je reste avec vous. Vous avez touché à un point très, très important, c'est l'aide américaine sur le plan international. Vous connaissez que l'agence américaine chargée en la matière, c'est USAID, qui apporte beaucoup d'aide dans les pays en voie de développement, notamment le nôtre et tant d'autres à travers le monde et en Europe de l'Est. Alors, pensez-vous qu'à ce niveau-là, il y a des inquiétudes, M. Chérif Nima François, quant au rabaissement, au ralentissement de l'aide américaine sur le plan extérieur? Bon, naturellement, il y a des inquiétudes partout, au niveau même des peuples qui reçoivent l'aide et au niveau des marchands, ceux qui sont chargés de faire ces transactions entre l'Amérique et ces pays. Il faut comprendre, c'est pour ça que j'ai parlé sur le plan économique, il y a des conséquences qui est là. Les opérateurs économiques qui étaient en charge de transporter ces denrées, ils vivaient de ces ressources, les retombées de ces contrats. Et au niveau des paniers de ménagères dans ces pays concernés, il faut citer que l'Amérique aide beaucoup l'Éthiopie, quelques exemples, la Somalie, le Kenya, le Niger, et pour ne citer que cela. Et même la Russie dépend du maïs américain en grande quantité. Et vous voyez, donc c'est des inquiétudes et il faut que les pays eux-mêmes cherchent aussi à trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que vous ne pouvez pas vivre toujours permanemment en dépendance de l'effort des autres. Il faut que nos pays se prennent en charge. Et que, heureusement pour nous, le cas guinéen, c'est que nous importons, nous achetons. L'aide n'est pas aussi, sur le plan nutritionnel, l'aide de nature n'est pas aussi, n'occupe pas vraiment un grand pourcentage de notre consommation. Donc, en résumé, les conséquences sont là, financières, économiques et tant d'autres, en matière de contrats, de consommation dans les stations de service, comme j'ai dit. Et je crois, le plus important est qu'il faut apprendre de ce qui est bon. Ce qu'il faut apprendre dans cette affaire, c'est que les agriculteurs ont chacun d'entre eux une assurance qui protège leurs champs. C'est chose que nous n'avons pas encore en Afrique, dans ces pays-là. Donc, vous avez vu, quand il y a la sécheresse au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Burkina Faso, en Somalie, les bétails ne sont pas assurés, les champs ne sont pas assurés. Donc, il y a une sécheresse, automatiquement, le paysan perd tout, l'éleveur perd tout. Et je crois qu'il faut que nous modernisons, mais les peuples ne peuvent pas faire eux-mêmes. Il faudrait que les gouvernants donnent la ligne, montrent les voies et moyens. Je ne dis pas de financer, mais on éduque dans ce sens. C'est le capitalisme que nous avons choisi librement. Chaque système va avec ses avantages et ses inconvénients. Et les avantages, c'est que vous pouvez prévoir les dangers, vous pouvez minimiser les coûts des dangers à temps réel et en payant des petits frais pour ça. Pour que le jour où les dangers sont projetés et les coûts sont minimisés. Parce que vous avez déjà payé, vous n'avez pas des années à payer à petits frais. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on apprenne de ce qui se passe chez les autres. Merci. Merci à M. Chérif Nima François, politologue guinéo-américain qui a fait ses humanités ici à American University. Il vit dans la région métropolitaine de Washington, d'où nous émettons. M. Chérif Haïdara, alors vous êtes notre invité vedette. Il a dépeint la situation et les conséquences qui pourraient frapper les agriculteurs et nos pays, les pays africains, les pays en voie de développement. Alors, vous aussi, pensez-vous que l'aide américaine, les Américains refusent, comme je le disais tantôt, de déclarer la catastrophe pour l'instant. Ils pensent que c'est une situation passagère. Vous, votre lecture de la chose, c'est que nous vivons déjà les conséquences. Le panier de la ménagère est un peu affecté car les prix sont en train de grimper sur le marché. Mais en tant qu'Africain vivant aux États-Unis, quelles pourraient être les conséquences d'une sécheresse aussi dure aux États-Unis
sur les Africains qui dépendent en grande partie de l'aide américaine, par exemple. Vous savez, le riz américain est vendu en Guinée, le maïs et tout. Alors, le riz prisé qu'on appelle l'or de la calorine du Sud, le riz calorine, est très prisé. Alors, est-ce qu'il y a des craintes au niveau du monde entier, par exemple, si quelque chose ne va pas aux États-Unis, M. Cherif Haïdara? Bon, comme disait tout à l'heure mon prédécesseur, la sécheresse n'est pas réellement à un point inquiétant cette année aux États-Unis. Et je crois que avec un peu d'aide, on pourra toujours se tirer d'affaire. Mais sur le plan économique, ça a beaucoup plus d'impact sur les consommateurs que sur les agriculteurs qui vivent plus ou moins de subventions parfois ou qui sont même parfois payés pour ne pas cultiver pour pouvoir garder la concurrence à une manière saine. Mais l'impact que ça peut avoir pour l'aide aux pays affaminés comme ce que nous voyons souvent vers l'Éthiopie, la Somalie, parfois jusqu'au Kenya, ça peut vraiment être ressenti à un certain niveau. Mais bon, comme disait tout à l'heure mon prédécesseur aussi, je crois qu'il est bon temps que nous, les Africains, que nous commencions à vraiment produire assez pour pouvoir être autosuffisants sur le plan alimentaire et même peut-être aider nos voisins au lieu d'attendre que toute aide vienne de l'Occident. C'est l'une des questions essentielles sur lesquelles s'accentue la politique du gouvernement guinéen en ce moment, où ils ont bloqué toute activité minière en appelant à tout le monde d'aller dans les champs de cultiver. Pourquoi? Parce que la Guinée est aussi reconnue comme un pays agricole avant d'être même un pays minier. Et nous sommes le château d'eau d'Afrique de l'Ouest quand même, et nous avons vraiment nous avons la clémence de la nature. Je crois qu'on peut produire assez là-bas et consommer en Guinée et même venir au secours des pays qui traversent la sécheresse souvent comme le nord du Mali et qui traversent même une crise politique et humanitaire et jusqu'au Niger, etc., etc. Donc la sécheresse en Amérique, si elle arrive à un certain niveau, elle peut avoir un impact réellement négatif sur le monde africain en ce moment. Voilà, merci à M. Cherif Haïdara, vice-président de la communauté guinéenne. Mesdames et messieurs, en information, je vous rappelle que cette communauté guinéenne sera renouvelée, où les instances dirigeantes seront renouvelées le 26 août prochain. Nous serons de la partie et nous aurons le temps de donner d'amples informations sur les préparatifs de cette grande fête, car il sera question donc d'élection. Alors, nous allons prendre une petite pause. On me tient du côté de la technique. Nous allons prendre une petite pause musicale, le temps de revenir pour conclure notre émission. Et c'est avec Milia Belle, la belle du Congo, d'Amboyaye. Voilà. Tout doucement, comme il est question, on en a l'habitude ici à Radio Guinée. La radio qui fait la différence, bientôt Radio Top Africa, pour le bonheur de nos millions d'auditeurs. Et oui, c'est avec joie que nous saluons l'arrivée sur nos antennes de M. Khalil Gueye. Khalil Gueye, grand journaliste panafricain à Washington. Il sera notre invité le week-end prochain dans une émission spéciale santé, car vous le savez, il y a une conférence qui se tient en ce moment même à Washington sur la santé. Et oui, Milia Belle, la belle qui ne vieillit pas, la vieille marmite qui fait toujours le bonne sauce. Bonjour à Roger Montour et à M2 Production. Cette maison de production basée en Virginie vous accueille et vous ouvre ses portes pour la production musicale. Merci à vous. Un clin d'œil à Suleiman Diop. Nangadef. Et bon début de Ramadan à tous les musulmans. Suleiman Diop est à l'angle de New Hampshire et Georgia Avenue à Washington DC. Suleiman est technicien. Il repart et vend des ordinateurs. Voilà. Merci à vous.
Merci à tous ceux qui nous écoutent du côté de Saint-Louis au Sénégal. Et c'est avec cette musique de Mliabel que nous allons prendre M. Khalil Gueye, journaliste panafricain ici dans la région métropolitaine de Washington. M. Khalil Gueye, pour commencer, bon début de Ramadan à vous et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée. Comment allez-vous? Merci Georges, merci. Voilà, je vous rappelle que nous avons pour invité dans cette émission qui finit dans quelques minutes M. Cherif Haïdara, vice-président de la communauté guinéenne, ancien président directeur général adjoint, plutôt du fonds minier en Guinée. Aujourd'hui, il nous a parlé de la compagnie, la première usine d'alumine interafricaine Frigia, qui bat de l'aile aujourd'hui et qui est entre fermeture et arrêt. Alors, vous le savez que la Guinée dépend beaucoup des mines. Et en deuxième position, dans cette édition, nous avons parlé également de la sécheresse qui frappe notre pays d'accueil, les États-Unis d'Amérique. À ce niveau, quel est votre avis? La sécheresse aux États-Unis, le panier de la ménagère africaine sera-t-il touché, Khalil Gueye, selon vous? Bien entendu, mon cher, on a vu déjà qu'il y a une grande flambée des prix aux États-Unis, et ça a commencé avec Chicago, et ça va partout. Je crois que vous en avez parlé assez. Oui. Ce qui est sûr, c'est que, bon, ici, dans cette région, nous commençons à voir quelques soucis avec la sécheresse qui semble être atténuée avec le climat qui devient de plus en plus aimable. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le cas à l'intérieur, dans la ceinture du maïs, dans le Corn Belt, bon, qui est quand même le cœur de la production agricole et de l'exportation agricole américaine, parce que les États-Unis sont les premiers dans le monde dans l'exportation du maïs. Et vous savez comment ils sont arrivés quand même à la fin du siècle dernier à transformer cette partie sauvage en une partie qui deviendrait aujourd'hui une espèce de réserve de maïs du monde. Mais en gros, bon, on espère que les Américains qui trouvent des solutions à tout vont peut-être trouver des règles et des mesures pour pouvoir changer un peu les choses. Mais la base, c'est le réchauffement de la Terre, c'est ça. Oui. Que les États-Unis aussi comprennent ça. C'est ça, voilà. Le réchauffement de la Terre, le réchauffement climatique est passé par là, signé Khalil Gueye. Khalil Gueye, journaliste à la Voix de l'Amérique et à CNN International. Il sera notre invité dans le domaine de la santé le samedi prochain ici sur les antennes de Radio Guinée, Radio Top Africa. Alors, mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin. Alors, merci à vous, monsieur Khalil Gueye, et encore une fois, bon Ramadan à vous. Bonjour à tous vos collègues et amis, à tous ceux qui sont proches de vous, à la famille. Et on se reprend la semaine prochaine pour l'émission spéciale santé. Alors, monsieur Cherif Haïdara, alors vos derniers mots, car l'émission tire à sa fin dans pratiquement 3 minutes, nous allons nous quitter. Quels sont les derniers mots, les derniers commentaires que vous avez concernant la sécheresse aux États-Unis? Bon, je dirais que le problème climatique, il est plutôt mondial et c'est quand des pays comme l'Amérique sont touchés que ça devient beaucoup plus vu. Pourquoi? Parce que la presse s'en prend et s'est mis à la disposition de tout le monde. Mais la réalité est que nous souffrons de ce même phénomène jusqu'en Afrique. Nous souffrons de ce phénomène un peu partout dans le monde. Vous voyez, ces quelques jours passés, combien de fois il faisait excessivement chaud dans notre région de Washington ici, bien que nous ne sommes pas concernés nous ne sommes pas dans le belt du Corn. Mais nous avons subi quand même des chaleurs hors limite ici. Et Dieu merci que ces 2 derniers jours, la nature a été un peu clémente en nous donnant un peu de fraîcheur avec la pluie. Je crois qu'il est temps que nous, les êtres humains, nous prenions conscience et que nous sachions que nos actions sont beaucoup contribuent beaucoup à ce que nous subissons aujourd'hui, et nous plantions plus d'arbres et que vraiment nous réduisons l'émission des gaz à effet de serre pour essayer de vraiment alourdir, en fait, pour essayer de vraiment enlever cette lourde
atmosphère que nous vivons aujourd'hui, pour que vraiment la végétation aussi commence à vraiment fleurir. Sinon, vous voyez déjà les conséquences, elles sont physiques, économiques et vraiment, on n'a pas de limite à ce qu'on peut dire comme désignation de séquence ce que et voilà. tout ce qui s'ensuit. Voilà donc, merci à vous, Monsieur Chérif Haïdara. Nous suivons donc les derniers instants de Radio Guinée. L'émission tire pratiquement à sa fin. Et vous voyez, vous écoutez en fond sonore la grande panafricaine Milia Bell, ancienne épouse de Rochero, de son vrai nom Marie-Claire. Dites Milia Bell signe la clôture pour vous. Merci à vous, merci à notre invité du jour, Monsieur Chérif Haïdara, vice-président de la communauté, qui s'apprête, je vous le disais tantôt, à briguer la tête de la communauté guinéenne. Ce sera le 26 août prochain, n'est-ce pas, Monsieur Chérif Haïdara? Ce sera les élections sont prévues pour le 26. Oui, les élections sont prévues pour le 26 août 2012 ici au Maryland. Le lieu sera communiqué ultérieurement aux éditeurs. Très bien, merci à vous et merci d'avoir répondu à nos questions. À l'ensemble de nos auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous pratiquent sur Facebook et sur Twitter, nous vous disons merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent des quatre coins du globe. C'est pratiquement terminé pour Radio Guinée USA dans son émission Washington Débat. Invité exclusif, Monsieur Chérif Haïdara. Chérif Haïdara, ancien directeur général adjoint du Fonds minier et aujourd'hui vice-président de la communauté guinéenne. M. Chérif Haïdara évolue aussi dans le domaine immobilier dans la région métropolitaine de Washington. Merci à vous, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que vous pratiquez Radio Guinée tous les jours, votre radio panafricaine, qui va devenir dans quelques heures Radio Top Africa pour l'ensemble de nos auditeurs et auditrices. On s'excuse auprès de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu intervenir, car vous étiez très nombreux à nous pratiquer. Bonne soirée chez vous. Georges Léonard Sagno signe la clôture pour vous et à la semaine prochaine pour d'autres débats.